Au sommaire de cette édition, pour la 25e semaine d'affilée, des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté dans tout le pays ce vendredi pour demander un changement de système politique. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a décidé de se représenter en candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre après avoir échoué à obtenir l'investiture du parti d'opposition MADEM. Et puis au Cameroun, 41 militants de l'opposition ont été condamnés ce jeudi à Douala à 6 mois de prison ferme pour manifestation interdite, rébellion et attroupement. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la Tanzanie où plusieurs personnes ont péri ce samedi matin dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté près de la ville de Morogoro à près de 200 km à l'ouest de Dar es Salaam. Parmi les victimes se trouvent des conducteurs de taxi-moto et des personnes des alentours qui étaient accourues pour récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne, a déclaré à la presse locale le chef régional de la police. Peu après que le camion se soit renversé sur la chaussée, des conducteurs de Bida, des taxi-motos ont afflué sur les lieux pour tenter de récupérer du carburant, tout comme des habitants de la commune. C'est alors que le carburant s'est embrasé, vraisemblablement à cause d'une cigarette. Au Tchad, 37 personnes au moins ont été tuées en 3 jours de combat entre agriculteurs et éleveurs. Les hostilités ont eu lieu en début de semaine dans l'est du pays. C'est lors d'une conférence de presse organisée à N'Djamena au Tchad vendredi que le président Idriss Déby Itno a apporté la triste nouvelle. Le conflit intercommunautaire est devenu une préoccupation nationale. Et c'est une préoccupation nationale. Nous sommes en train d'assister à un nouveau phénomène de mal-vivre entre les communautés, différentes communautés nationales. Comme vous l'avez dit, les conflits intercommunautaires aujourd'hui ne sont pas simplement localisés dans une région ou dans une province du Tchad, mais pratiquement sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a créé des unités spéciales pour le désarmement des civils. Nous récupérons des armes, mais au nombre des armes que nous récupérons, le lendemain, il rentre autant des armes qui rentrent dans notre pays. Ces armes rentrent de plusieurs pays. La RDC, en passant par la RCA, le Soudan, à partir de Darfour, et le plus grand nombre d'armes rentrent de la Libye et aussi du Nigeria. En 3 jours, 37 Tchadiens ont été tués dans le Wadaï, province de l'Est du Tchad. L'Est tchadien, zone de transhumance et région stratégique à la frontière avec le Soudan, est régulièrement en proie à des conflits entre éleveurs arabes et agriculteurs autochtones wadaïens qui se disputent les terres et pâturages. Pour le chef de l'État, c'est une guerre totale qu'il faut gagner contre ceux qui portent des armes et sont à l'origine des morts d'hommes. Selon une ONG locale, les combats ont commencé lundi dans la localité d'Amra, où le corps sans vie d'un jeune éleveur a été retrouvé, entraînant des affrontements entre sa communauté et des agriculteurs wadaïens. Un bilan plus lourd a été communiqué par une source hospitalière qui a évoqué 44 morts. 25e semaine consécutive de manifestations en Algérie. Les Algériens ont une fois de plus pris d'assaut les rues ce vendredi. Les manifestants ont appelé à la désobéissance civile et rejeté le dialogue proposé par le pouvoir. Des manifestants algériens ont commencé à défiler dans le centre d'Alger jusqu'à la Grande Poste, épicentre de la contestation. C'était au milieu d'un important déploiement policier. Outre les appels à la désobéissance civile pour pousser les dirigeants proches de Bouteflika à quitter le pouvoir, les manifestants ont également scandé des slogans contre Karim Younes, le coordonnateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation. Cette instance, formée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah, est chargée de mener des consultations sur les modalités de la future présidentielle. Mais elle est très contestée par les protestataires et plusieurs personnalités ont refusé de la rejoindre.
novembre. Mercredi, l'instance nationale s'est réunie pour la première fois pour discuter avec des personnes présentées comme des militants de la contestation. La majorité des intervenants ont estimé que la présidentielle devait se tenir rapidement et sans intervention du gouvernement. La période d'intérim prévue par la Constitution a expiré depuis début juillet, mais Ben Salah est toujours en poste. Et le mouvement de contestation réclame, lui, le départ de tous les anciens proches de Bouteflika avant qu'une élection soit organisée. Le chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, a jugé jeudi que les revendications fondamentales du mouvement de contestation avaient été satisfaites, estimant que l'objectif était désormais l'élection présidentielle. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a décidé de se représenter en candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre prochain. Cette annonce fait suite à son échec à obtenir l'investiture du parti d'opposition MADEM, entendez Conseil national du mouvement pour l'alternance démocratique, un parti formé par des frondeurs du parti historique PAIGC, auquel a appartenu José Mario Vaz avant d'en être exclu. José Mario Vaz est candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre. Selon un de ses proches, le président bissau-guinéen va se représenter malgré qu'il a échoué à obtenir l'investiture du Conseil national du mouvement pour l'alternance démocratique, le parti d'opposition formé par des frondeurs du parti historique PAIGC auquel a appartenu Vaz avant d'en être exclu. En effet, le MADEM a choisi comme candidat son président, l'ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo, par 297 voix pour, 107 contre et 24 abstentions. José Mario Vaz se serait alors laissé convaincre par ses proches de se présenter comme candidat indépendant, ce qu'il aurait accepté. Ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, qui contrôle avec ses alliés 54 sièges sur 102 au Parlement à l'issue des législatives du 10 mars. Le MADEM et le Parti pour la rénovation sociale contrôlent quant à eux, respectivement, 27 et 21 sièges. Au Cameroun, 41 militants de l'opposition ont été condamnés à de la prison ferme. Ils ont été reconnus coupables d'avoir manifesté à Douala contre la réélection de Paul Biya en octobre 2018. Pour avoir participé à des manifestations contestant le résultat de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, 41 militants de l'opposition ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Douala à 6 mois de prison ferme. Tous sont issus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Ils sont reconnus coupables pour des faits de manifestations interdites, rébellion et attroupement. Ils avaient manifesté à Douala pour contester la réélection du président Paul Biya et l'arrivée à la 2e place de Maurice Kamto, candidat du MRC, lui-même en prison depuis janvier 2019. Initialement suspendu par décret du président Paul Biya, la procédure de leur poursuite avait finalement été reprise depuis 2 mois. Parmi les 41 militants condamnés, une quinzaine étaient déjà en prison, poursuivis dans une autre affaire de marche illégale devant un tribunal militaire. En prison à Yaoundé, ces derniers n'ont pu assister à leur procès. Au Nigeria, l'agence anticorruption a inculpé l'avocat du candidat malheureux de l'opposition à la présidentielle de février dernier, Atiku Abubakar, pour blanchiment d'argent. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi un des responsables de l'agence. Oijiwa Osaji, l'avocat d'Atiku Abubakar, est accusé d'avoir géré 2 millions de dollars, soit 1,8 million d'euros sans passer par une institution financière, a déclaré un avocat de la Commission des crimes économiques et financiers.
Principal candidat de l'opposition à la présidentielle de février dernier au Nigeria, Atiku Abubakar conteste en justice le résultat du scrutin où il a été devancé par le président sortant Muhammadu Buhari, réélu pour un deuxième mandat. Depuis le vote, plusieurs proches du candidat vaincu ont été pris pour cible par l'agence anticorruption dans ce que les partisans d'Abubakar qualifient de chasse aux sorcières. Maître Uyijiwa Osaji avait été arrêté pour la première fois en février, après que sa maison ait été perquisitionnée à Lagos, mais libéré quelques semaines plus tard. Porte-parole de la campagne d'Atiku Abubakar, Bola Dale Adekoya, a accusé les enquêteurs anticorruption d'être plus dévoués à l'esprit de parti qu'à l'état de droit. Ils agissent clairement au nom d'une autorité supérieure, a-t-il déclaré. Le gendre d'Atiku Abubakar a également été arrêté à la suite de l'élection, dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent, mais il n'a pas été inculpé. En 2015, le président Muhammadu Buhari avait été élu en s'engageant à lutter contre la corruption endémique au Nigeria, mais ses critiques ont accusé l'ancien dirigeant militaire d'utiliser la répression pour s'en prendre à ses opposants pendant son premier mandat. Et puis pour finir, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a désigné les membres de son gouvernement. Cette équipe conserve à des postes clés des figures de l'exécutif de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et fait la part belle à des techniciens fidèles au parti au pouvoir. Une semaine après sa désignation, le chef du gouvernement Ismail Ould Beda Ould Cheikh Sidiya a rendu publique la liste des membres de son cabinet composé de 25 ministres, dont 5 femmes, contre 7 dans l'équipe sortante, et de 2 commissaires du gouvernement chargés des droits de l'homme et de la sécurité alimentaire. 6 ministres du gouvernement sortant font partie de la nouvelle équipe, dont 4 conservent leur portefeuille, parmi les plus importants selon un décret présidentiel publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Premier ministre sortant, Mohamed Salem Ould Béchir, conserve le rang de ministre, mais dépendra directement du chef de l'État en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Plusieurs ministres au profil de techniciens sont issus d'organisations intergouvernementales comme la Banque mondiale ou l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal. Les membres du cabinet sont connus pour leur fidélité à l'Union pour la République UPR, le parti présidentiel. L'opposition islamiste ou proche des 4 candidats battus lors de la présidentielle du 22 juin qui avaient contesté la victoire de Ghazouani n'en font pas partie. Pas plus que d'ex-opposants ayant rallié Ghazouani pendant la campagne électorale. Alors que le nouveau président s'est engagé lors de sa prestation de serment le 1er août à lutter contre les disparités sociales, 6 de ses ministres sont issus de la communauté aratine, dont le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. La Mauritanie, qui n'a plus subi d'attentats djihadistes depuis 2011, connaît en revanche des fractures sociales persistantes entre communautés arabo-berbères, aratines et afro-mauritaniennes, et son bilan en matière de droits humains est régulièrement épinglé par les ONG. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.